Suite de la lecture de notre roman de Amadou Kourouma, Quand on refuse, on dit non. Chapitre 3, première partie. Et nous avons pris notre pied la route vers le nord, direction Zenoula. À la sortie de la ville, Fanta a continué son enseignement. Un écrivain a dit que les indépendants s'étaient abattus sur l'Afrique en 1960 comme une nuée de sauterelles. Il avait raison. En 1960, la France s'était aperçue avec le général de Gaulle que la colonisation de l'Afrique noire, avec des nègres qui évoluaient de plus en plus et qui demandaient de plus en plus, était de moins en moins rentable. Sans état d'âme, le général avait octroyé l'indépendance à toutes les colonies qui ne présentaient pas d'intérêt stratégique pour la France, y compris la Côte d'Ivoire, malgré les réticences de Houphouët-Boigny. Dans ces nouveaux États indépendants sans assise sérieuse, des coups d'État à répétition initiés par des anciens combattants d'Indochine, plus ou moins encouragés par la France, éclatèrent. Ils s'approchaient dangereusement de la Côte d'Ivoire avec celui du sous-officier d'alors, Eyadema au Togo. Houphouët-Boigny prit peur et s'en alla consulter ses devins. Les devins lui révélèrent qu'en Côte d'Ivoire, aussi un complot se préparait. Il était mûr. Les conjurés, pour réussir infailliblement, avaient réalisé le suprême des suprêmes en matière de sacrifice, l'immolation d'un chat noir dans un puits. La conspiration eut pour nom le complot du chat noir. Les devins chargés de désigner les comploteurs se firent psychologues. Ils indiquaient les personnes que Houphouët-Boigny souhaitait accuser, principalement des cadres du Nord plus quelques éléments turbulents du Sud. Le président de la République fit bâtir à la sortie de sa résidence de Yamoussoukro des KGB de torture. Chaque matin, avant le petit déjeuner, il les visitait et supervisait la torture des comploteurs. Il questionnait avec férocité. Le président Boka, président de la Cour suprême, est mort sous la torture et beaucoup de cadres du Nord sortis de l'endroit marqués et traumatisés à vie. Il y eut un semblant de procès présidé par Yassé. Presque tous les accusés furent condamnés à la peine de mort. Heureusement, personne ne fut exécuté. Quelques années après, il vint à Houphouët-Boigny l'idée de passer pour le sage de l'Afrique, pour celui qui n'avait jamais versé la moindre goutte de sang humain et qui, par conséquent, méritait le prix Nobel de la paix. Il libéra tous les prisonniers, fit démolir les KGB de torture et déclara publiquement que le complot du chat noir était un faux, une manigance de policiers. Les aveux des accusés étaient sans fondement, obtenus sous la torture. Il présenta ses excuses aux anciens prisonniers. Du complot du chat noir naquit la première fracture entre éléments du Nord et du Sud. Les cadres du Nord furent les principaux accusés de ce complot, de ce faux complot. Les morts et les tortures du complot du chat noir de l'époque de Houphouët-Boigny paraissent des chiquenaudes et des nasardes comparés aux charniers barbares de l'ère de Gbagbo que nous vivons aujourd'hui. Moi, petit Birahima, j'ai tout retenu sans tout comprendre. Ce que je n'ai pas compris pour le moment sera bien compris avec mes dictionnaires quand je serai fortiche pour le brevet élémentaire et pour le bac. Pour le moment, j'ai compris que le général de Gaulle a donné les indépendances parce que les colonies n'étaient plus rentables. Houphouët-Boigny a évité un complot en créant son propre complot et en torturant les cadres du Nord. Donc, il a évité des charniers. Donc, il a bien fait. Faforo, cul de mon père. L'industriel américain Ford a dit « On n'est pas un grand homme parce qu'on réalise soi-même ou parce qu'on sait faire, mais par la qualité des personnes dont on sait s'entourer. » Houphouët-Boigny fut un grand homme durant les premières années de l'indépendance du pays. D'abord, il refusa de donner la direction du pays à ses compatriotes peu instruits et incapables de diriger un État moderne. L'indépendance ne signifiait pas l'africanisation au rabais, c'est-à-dire l'accès immédiat à des postes de responsabilité de nègres incapables et ignares. Les coopérants français, coopérants fut le nouveau nom du colon sans rien changer au contenu. Eut la main sur tout. La politique du président Houphouët-Boigny était différente de celle des États voisins qui avaient décidé une africanisation à outrance. Houphouët-Boigny fit venir des milliers de coopérants. Des coopérants
de valeur. Il les recruta à prix d'or. C'est eux qui permirent d'accompagner la conjoncture internationale de l'époque, les années 60, par des créations originales. Ils décidèrent la création de la Caisse de stabilisation pour le commerce des produits d'exportation. Il y eut le budget spécial d'investissement, la Caisse autonome d'investissement et surtout les SODE, sociétés publiques chargées de développer telle ou telle production. Houphouët eut une autre idée géniale qui se trouve au centre des débats actuels. Pour profiter de la conjoncture internationale de l'époque, il voulut une main-d'œuvre importante et de qualité. Il décida de l'entrée massive des étrangers en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny disait que ses compatriotes du Sud étaient incapables de réussir un travail dur, sérieux et continu. Il n'y avait pas de main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Il fallait la faire venir. Houphouët-Boigny eut toujours peur de manquer de main-d'œuvre pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il profita des socialisations en cours dans les États voisins, notamment en Guinée, au Mali et au Ghana, pour attirer la main-d'œuvre vers son pays. Il proclama haut et fort que la terre ivoirienne appartenait à l'État ivoirien et à personne d'autre. Et cette terre appartiendrait définitivement à celui qui la mettrait en valeur. Les hommes accourus et de partout et surtout du Burkina voisin qui avait eu un temps un destin commun avec la Côte d'Ivoire. Toutes ces heureuses idées permis à l'économie de la Côte d'Ivoire d'être florissante pendant les 2 décennies qui suivirent l'indépendance avec des taux de croissance de plus de 6%. Cette exceptionnelle croissance de l'économie devait marquer le pays dans tous les domaines. L'équipement, la croissance de la population, l'évolution de la société ivoirienne et même le comportement de l'individu ivoirien. De réussite en réussite, Houphouët-Boigny, principal artisan de ce développement, finit par se croire un prophète, voire un dieu. Dans certaines sectes ivoiriennes, Houphouët-Boigny faisait partie du Panthéon. Ses discours étaient émaillés d'adages plus ou moins consistants qui émerveillaient son entourage. Un de ses courtisans lui demanda un jour pourquoi il ne mettait pas par écrit à la disposition des intellectuels du monde entier ces pensées que tous admiraient. Ni Jésus-Christ, ni Mahomet, ni Mohamed n'ont écrit de livre, répondit-il. Ils se sont contentés de parler en public et leur entourage a recueilli leurs pensées. C'est à vous de capter ce que j'exprime. Toujours la même méthode. J'ai tout enregistré dans ma petite cabosse. Je le sortirai lorsque je préparerai mon brevet et mon bac et avec mes dictionnaires, je l'étudierai et le comprendrai comme un grain. Pour le moment, je sais que Houphouët-Boigny a fait venir les Blancs pour tout commander et les nègres indigènes des autres pays pour abattre le travail manuel. Le travail des nègres, parce que les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens du Sud, ne sont pas courageux au travail. Ils sont lymphatiques. Yamoko Dei, putain de ma maman. Après 10 ans, 15 ans et 20 ans, les coopérants ne pouvaient plus avoir la main sur tout. La Côte d'Ivoire avait formé une pléthore d'Ivoiriens capables d'assurer la relève. Ils avaient fait les mêmes études que les Blancs qui le relevaient. C'était la relève générale de l'africanisation des cadres en Côte d'Ivoire. Cette africanisation ne se faisait pas au rabais au niveau intellectuel, mais au rabais dans les salaires. Le nègre touchait 4 à 5 fois moins que le blanc qu'il relevait. Le nègre était serré dans le poste. Il lui était impossible d'assurer ses besoins et ceux de sa famille. On signala la situation au président Houphouët-Boigny et le président répondit par d'amusants proverbes africains. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui est chargé de décortiquer l'arachide. On ne doit pas être toujours là à regarder dans la bouche de celui qu'on a chargé de fumer l'agouti. L'agouti est un gros rat qu'on trouve un peu partout en Afrique et dont la chair est jugée succulente. Ces proverbes signifient qu'il faut savoir se servir en catimini sur la matière qu'on a en main et sur laquelle on travaille. Il faut savoir se faire payer le complément de salaire par le service dont on a la responsabilité. Personne ne vous en voudra tant que personne ne vous surprendra. Ces proverbes furent bien compris par les Ivoiriens à tous les niveaux, et ce fut la corruption généralisée du ministre au planton. Chacun se mit à chercher le complément de salaire où il pouvait l'acquérir. Le langage courant d'Abidjan fleurit de 1000 expressions plus ou moins savoureuses pour dire « corrompre quelqu'un »,« fais-moi faire »,« fais un geste »,«
fait le geste national, mouille ma barbe, coupe mes lèvres, ferme ma bouche. Depuis, cela continue. La corruption est devenue une constante de la société ivoirienne. Houphouët-Boigny l'a laissé s'établir parce qu'il était lui-même corrompu, corrupteur et dilapidateur. Houphouët-Boigny fut un corrompu. Dès qu'il eut eu le pouvoir, tous ses proches et amis devinrent des milliardaires. Il se mit à faire des investissements dans la propriété familiale. Le terroir ancestral fut érigé de palais orientaux dignes des 1001 nuits. Tout autour apparurent des plantations, des exploitations immenses qu'une demi-journée de voiture d'un visiteur ne permettait pas de parcourir en totalité. Ces investissements s'étendirent à tout le village qui fut couvert d'hôtels de luxe, d'établissements de rencontres merveilleux, de lieux de culte stupéfiants et traversés par des autoroutes qui ne servaient qu'aux ébats des singes sauvages. Ces investissements s'étendirent à toute son ethnie. Chaque famille de son ethnie eut droit à une villa équipée en eau et en électricité. Ces investissements s'étendirent à toute la contrée où furent construits des barrages et de nombreuses usines de transformation, de sorte que la région devint une zone développée au milieu d'une Côte d'Ivoire tout entière sous-développée. Houphouët fut l'un des plus grands corrupteurs que la terre ait engendré. Il ne croyait pas aux idéologies, aux principes, aux hommes de foi, aux incorruptibles. Il disait qu'il existait des corrupteurs qui n'avaient pas assez proposé, mais jamais d'incorruptibles qui aient indéfiniment résisté à tous les arrosages. Houphouët-Boigny fut un dilapidateur généreux de l'argent de l'État. Par une sorte de solidarité avec les chefs d'État francophones, il entretenait automatiquement tous ceux qui avaient été déchus par des coups d'État. Le chef déchu et sa famille avaient le logement, la nourriture et l'argent de poche. Les enfants obtenaient une bourse pour toute la durée de leur scolarité. Tous ceux qui rendaient visite à Houphouët-Boigny sortaient de chez lui avec des enveloppes bien garnies. On exigeait du visiteur qu'il dise à la presse en sortant sur le perron les éloges adulateurs et génuflecteurs du vieux sage de l'Afrique, le vieux naturellement bon et généreux qui, par son génie, avait permis à son pays d'être de loin la terre la plus développée d'Afrique. Ces obligations de dépensier et de dilapidateur étaient assurées en partie par 3 sacs pleins d'argent que la caisse de stabilisation des produits agricoles lui fournissait chaque jour. Un matin, de grands orages, les sacs vinrent à manquer. Houphouët-Boigny fit venir Dada à la présidence, le directeur de la caisse. Celui-ci arriva et souffla discrètement à l'oreille du président que la caisse était vide. Houphouët-Boigny ne le crut pas et entra dans une colère rageuse. Il cria si fort que le pauvre directeur tomba victime d'un arrêt du cœur. Houphouët-Boigny n'avait pas cru au tarissement de la source. Il avait pensé que le directeur voulait faire du zèle, qu'il essayait maladroitement de protéger le patrimoine de l'État ivoirien contre lui, le père de la nation ivoirienne. Le président comprit plus tard qu'il s'était trompé. C'était l'annonce de la conjoncture difficile. L'avertissement que la pirogue était arrivée à la berge, le prélude à de nouveaux soleils, c'est comme ça qu'on dit, une ère en Djoula. Après le directeur de la caisse, s'était présenté le ministre des Finances. Il avait des difficultés pour assurer la paye des fonctionnaires de la nation. Pire, encore ce fut le tour du représentant du FMI qui demandait un rendez-vous. Puis ce fut le représentant de la Banque mondiale qui conseillait à Houphouët-Boigny de diminuer le train de vie de l'État ivoirien. Il fallait changer de façon de vivre. Et chacun sait qu'il n'est pas facile de faire modifier au vieux gorille sa façon de s'accrocher aux branches. Au lieu de rénover ses habitudes, Houphouët-Boigny fulmina dans une de ses colères homériques, dont lui seul avait le secret. Il sortit précipitamment de son bureau, il fit venir son hélicoptère sur le parvis de la présidence. Il embarqua et quitta Abidjan pour son village natal de Yamoussoukro. Là, toute la semaine, il se fit grognon dans les allées de ses incommensurables plantations. À la fin de la semaine, il se calma et sur le champ, convoqua tout son monde à Yamoussoukro. Les ministres, les préfets et le comité central du parti unique
Les secrétaires généraux préfectoraux du parti, les responsables des femmes et de la jeunesse et tous les journalistes d'Abidjan, devant ce aéropage qu'ils connaissaient bien, ils vitupéraient l'injustice du système capitaliste, un système qui imposait aux vendeurs le prix de l'acheteur. Il refusa de se soumettre à ce dictat inacceptable. Pour embarrasser la communauté internationale, il déclara la Côte d'Ivoire insolvable devant sa dette de 4,5 milliards de dollars. Cette déclaration effraya les petits investisseurs qui de partout étaient venus placer leur économie en Côte d'Ivoire, éblouis par le miracle ivoirien. Ils commençaient à désinvestir et à chercher les cieux plus cléments. Ce n'était donc pas la bonne méthode. Houphouët-Boigny fit donc revenir le même aéropage et cette fois déclara: puisque la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao, je décide de bloquer l'exploitation du cacao jusqu'à ce que la chute vertigineuse des cours se renverse. La mesure ne fut pas suivie à la lettre. La vente des produits de tous les paysans de la Côte d'Ivoire fut suspendue. Sauf en catimini, celle du plus grand des grands planteurs. On sut que Houphouët-Boigny, celle du plus grand des grands planteurs. On sut que Houphouët-Boigny n'appliquait pas la mesure à ses propres productions et beaucoup de petits paysans ruinés par la mesure se débarrassèrent de leurs produits en les cédant à bas prix aux États voisins. La mesure n'eut donc aucun effet. Houphouët-Boigny se battit pour sauver sa basilique de Yamoussoukro. Il avait une mission importante. Elle devait arrêter l'expansion de l'islam, bloquer son avancée vers le sud chrétien de la Côte d'Ivoire. En raison de la priorité de cette mission, elle serait inaugurée bénie par Jean-Paul II en personne. En raison de la primauté de cette mission, le président fit valoir que la cathédrale était financée sur la cagnotte de sa sœur et non par le budget ivoirien. Près de 200 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, la pauvre sœur en question, était ignare, n'avait jamais travaillé, n'avait jamais eu un franc à elle. Mais la discussion fut si chaude que le fonctionnement du FMI s'inclina. Les nuages de maquis de mauvais augure continuaient à s'amonceler au-dessus de la tête du vieux. Les nuages de mauvais augure continuaient à s'amonceler au-dessus de la tête du vieux. C'est à cette époque que tomba la déclaration du président Mitterrand à la Baule. L'aide de la France ira en priorité aux chefs d'État qui promouvront la démocratie dans leur pays. Cette déclaration incendiaire déclencha une révolte générale dans les anciennes colonies françaises, appelées désormais le précaré. La Côte d'Ivoire n'échappa pas à la règle. Plusieurs manifestations d'étudiants paralysaient la capitale. Acculés ou consentis au multipartisme, 53 partis déposèrent leur statut et furent agrégés, dont le parti de son opposant de toujours, Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny avait plus de 84 ans. Il tomba malade et se fit évacuer en France. Le FMI exigea qu'il change de gouvernement. Il prit comme premier ministre un fonctionnaire du FMI, donc un homme qui connaissait le sérail, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était d'origine ivoirienne par son père et par sa mère, tous deux ivoiriens. Il était donc incontestablement, d'après la constitution ivoirienne de nationalité ivoirienne. Mais il avait fait ses études au Burkina, ses premiers pas de fonctionnaire au Burkina, ses premiers pas de fonctionnaire burkinabé. Il avait donc bien eu la nationalité burkinabé. Des années plus tard, les Ivoiriens négligeront tous les problèmes politiques de la nation pour se consacrer à la question de savoir si Alassane Ouattara est oui ou non ivoirien.
Ouattara fut chargé par Houphouët-Boigny de dénicher coûte que coûte de l'argent de faire surnager l'État ivoirien. Il s'aperçut qu'un domaine riche en perspectives n'avait jamais été exploité par la Côte d'Ivoire, ses étrangers. Il institua la carte de séjour pour les étrangers. Tous les étrangers devraient avoir une carte de séjour. Payer une carte de séjour comme dans maints pays du monde. Dans un État où plus de 20% de la population est étrangère, cette taxation pourrait apporter au budget un soulagement certain, mais à cause de la corruption des policiers ivoiriens, la carte de séjour rapporta peu au budget. En revanche, en raison du nationalisme étroit de ces mêmes policiers, la traque des étrangers en situation irrégulière dans les rues d'Abidjan donna lieu à des scènes de chasse à l'homme dignes des films américains. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre. Je vous dis bye.